لن نترك المسيرة، لن نترك الساح، لن نترك السلاح. لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله. Israel is always blamed. We are used to be blamed for any activities in the region, and this is the case. عندما نقول قد نقطع أو قد تطلب منكم قيادة المقاومة أن تدخل إلى الجليل، يعني على المقاومة أن تكون جاهزة لتدخل إلى الجليل، بل إلى ما بعد الجليل. لن نترك المسيرة. Bonjour, bon réveil à tous, merci d'être avec nous, nouvelle édition du Morning pour tout voir et tout savoir. Avant d'aller travailler, on est ensemble pour 2 heures d'information, de chroniques, de débats. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité de ce mardi 20 janvier. Le Proche-Orient retient son souffle au surlendemain d'un raid imputé à Israël sur la partie syrienne du plateau du Golan. L'armée israélienne se prépare à une riposte du Hezbollah. Des batteries antimissiles d'hommes de fer ont été déployées dans le nord d'Israël. Était-ce l'homme qui en savait trop? Alberto Nisman, le procureur argentin qui a enquêté sur les attentats contre la communauté juive de Buenos Aires en 1994, a été retrouvé mort hier à son domicile. Une semaine plus tôt, il accusait la présidente Cristina Fernandez Kirchner de tenter de couvrir les suspects iraniens en échange de pétrole bon marché. Et après le terrible épisode Charlie Hebdo, François Hollande s'envole comme jamais dans les sondages. Les Français sont-ils à nouveau séduits par leurs dirigeants ou s'agit-il d'une popularité éphémère? On posera la question à Antonin André, chef du service politique d'Europe 1. Mais tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse du Moyen-Orient. Bonjour Cyril. Et c'est Maurice Ferrand qui, comme chaque matin, nous offre le meilleur des canards du Moyen-Orient. Alors, on va commencer par la presse israélienne qui, je crois, dresse ce matin la liste des scénarios possibles sur cette riposte annoncée du Hezbollah. Exactement, parce que les journaux israéliens sont dans l'attente. On estime que la balle est dans le camp du Hezbollah à présent. Alors, on va commencer par le Jerusalem Post et vous allez voir, le quotidien en anglais écrit une riposte relativement mineure du Hezbollah pourrait entraîner une réponse israélienne proportionnelle qui, à son tour, mettrait un terme à la séquence d'attaques et permettrait un confinement de l'incident. Une riposte à grande échelle pourrait au contraire ouvrir la porte à une détérioration rapide du front nord, écrit le Jerusalem Post. Conclusion, toute erreur de calcul risque d'enflammer un conflit régional. Et pour le quotidien de gauche israélien Haaretz, la mort du général iranien risque de compliquer un peu plus les choses. Exactement, on va s'intéresser à l'éditorialiste Amos Barel qui écrit que la mort d'un général iranien complique l'affaire puisqu'elle place Israël face à l'Iran et non plus seulement au Hezbollah. Pour l'Iran, la vengeance est un plat qui se mange froid. Téhéran ripostera en lieu et temps voulu. Le Hezbollah est lui devant un dilemme, riposter rapidement sans pour autant prendre le risque d'ouvrir un nouveau front. Et dans les colonnes du quotidien populaire Yediot Ahronot, c'est l'expert militaire Alex Fishman qui estime que ce raid imputé à Israël est un véritable succès. Oui, mais Alex Fishman dit que sans vouloir révéler l'identité de ceux qui ont mené l'opération, on peut estimer qu'ils n'ont jamais rêvé d'une réussite de cette ampleur. 2 missiles et 3 résultats. Coup dur à la souveraineté syrienne, coup dur pour le Hezbollah et liquidation d'un général iranien. Alors l'éditorialiste reprend la formule de l'écrivain Ephraim Kishon. Excusez-nous de notre succès. Ce qui ne devait être qu'une action préventive tactique est devenu une crise stratégique, écrit-il. Le système d'hommes de fer est déjà déployé dans le nord du pays, constate Alex Fishman. Maurice, comment est-ce que la presse iranienne traite ce regain de tension ce matin ? Avec un peu de recul, malgré tout, on prend des gants et on amène en première ligne les ténors iraniens. Alors, on prend par exemple la Fars News, l'agence de presse iranienne officielle, qui amène Ali Shamkhani, j'espère que je prononce bien son nom, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale iranien, qui est monté au créneau pour condamner l'attaque et promettre une riposte vigoureuse du Hezbollah. Mais l'Iran met en avant la collusion
entre les intérêts du régime de Tel Aviv et ceux du régime de Damas. L'attaque israélienne contre le Hezbollah et l'aide américaine au groupe terroriste fait preuve d'une malhonnêteté dans la lutte antiterroriste, constate Ali Shamkhani. On passe à IRNA, encore une agence de presse iranienne, qui met en avant les propos du vice-président du Parlement iranien, Mansour Akikaptour. Il est édifiant, dit-il, de constater que la communauté internationale se mobilise si un animal est blessé, mais garde le silence sur les crimes de guerre en Syrie perpétrés par Israël. Des crimes commis avec le soutien que reçoit Tel Aviv des États-Unis, qui forcent les institutions internationales à garder le silence sur de tels actes. L'Iran condamne donc le terrorisme d'État mené par l'occupation israélienne. Allez, on referme cette revue de presse, Maurice Fergan, en jetant un coup d'œil sur les étalages des kiosques libanais cette fois-ci. Oui, la presse libanaise pose énormément de questions après cette opération. On va commencer par Al-Manar, proche du Hezbollah. Comment les membres du Hezbollah ont-ils été tués, se demande le quotidien. En plus de la surveillance électronique menée par des drones, Israël dispose d'un réseau d'indicateurs locaux qui lui fournissent les informations dont il a besoin sur le terrain, écrit Al-Manar. Ceux-ci sont recrutés dans les rangs de milices sur place et qui bénéficient de l'assistance israélienne dans leur guerre contre le pouvoir syrien. Entendez le front Al-Nosra et la brigade des martyrs du Yarmouk. Alors Al-Manar précise que le chef de cette brigade est équipé de numéros de portable israéliens à l'instar de leur commandant Mohamed Ali Baridi. L'Orient le jour, également des interrogations après la frappe. Il y a quelques jours à peine, écrit le quotidien libanais en langue française, Hassan Nasrallah présentait les nouvelles règles de confrontation avec Israël. Le Hezbollah se réservait le droit de riposter à des frappes israéliennes se produisant hors du territoire libanais. 3 jours plus tard, écrit le quotidien, prenant pratiquement Hassan Nasrallah au mot, Israël frappe le Hezbollah et son mentor iranien à Quneitra. Le Hezbollah ripostera-t-il, oui ou non, et avec quelle ampleur, demande L'Orient le jour. Ce n'est pas vraiment la bonne question. Il reste que la vraie grille de lecture des événements ne peut être approchée qu'à partir des perspectives israéliennes et iraniennes, parce que c'est en Israël et en Iran et pas ailleurs que se trouve, jusqu'à nouvel ordre, la décision de guerre et de paix touchant de près ou de loin le Liban. Et on finit avec le Daily Star, un journal proche du Hezbollah. Hassan Nasrallah accoutume d'annoncer à la télé à ses sympathisants sa volonté de riposte, mais jusqu'à présent, rien, constate le Daily Star. Silence du Hezbollah sur la façon dont il compte riposter à l'attaque attribuée à Israël. Apparemment, l'absence de réaction de Nasrallah ouvre à toutes les spéculations. Le chef du Hezbollah se demande toujours s'il ne vaut pas mieux se venger tout d'abord et estimer ensuite les conséquences du coup porté à l'organisation. Mais Nasrallah doit surtout calculer la riposte pour qu'elle ne dégénère pas en conflit régional, écrit le Daily Star. Merci beaucoup Maurice Fergan, vous restez avec nous. Je vous le disais en titre, le Hezbollah a enterré hier dans la plus grande colère 6 de ses miliciens au sud de Beyrouth. L'Iran de son côté a confirmé la mort d'un de ses généraux et Israël se prépare à une éventuelle riposte du Hezbollah, l'armée israélienne qui a déployé le long de la frontière plusieurs batteries antimissiles d'hommes de fer. Le récit de Maxime Pérez. Ce sont les images de la télévision syrienne. Difficiles à authentifier, elles auraient été filmées dans le secteur de Quneitra, quelques secondes après le raid attribué à l'aviation israélienne contre le Hezbollah. Dans la partie syrienne du plateau du Golan, Tsahal a probablement enrayé une tentative de l'organisation chiite d'ouvrir un nouveau front contre Israël. Pour l'instant, les résidents des kibboutz frontaliers n'ont rien changé à leurs habitudes. Nous sommes prêts à parer à toute éventualité. Ça fait partie de notre quotidien en Israël et dans cette région. Nous ne voyons rien de spécial. Nous ne nous préparons pas à un événement particulier. Nous poursuivons notre routine. À 12 km de la frontière libanaise, Kiryat Shmona. Dans cette localité qui fut longtemps martyrisée par les roquettes Katyusha de Hezbollah, le sentiment d'inquiétude gagne la population. En cas d'escalade, Kiryat Shmona pourrait bien être la première visée. Après un tel événement, ils essayent toujours de faire tout leur possible pour riposter et même causer des dégâts humains et matériels. Nous sommes constamment en contact avec l'armée. Je suis en contact permanent, on se parle presque toutes les heures. À Kiryat Shmona, la municipalité n'a pas souhaité annuler ce tournoi de football prévu de longue date et qui réunit enfants juifs et arabes. Les prochains jours diront si le calme apparent est de courte durée.
Et pour commenter cette actualité brûlante, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Yehoshua Amishav. Bonjour, vous êtes ancien diplomate israélien. Bonjour. Et Ali Waked, journaliste indépendant, spécialiste du monde arabe. Cyril. Ali Waked, ma première question s'adresse à vous. Est-ce que cette riposte du Hezbollah vous paraît inévitable? Elle me paraît inévitable. La question c'est où est-ce qu'elle aura lieu cette riposte et le timing de cette riposte. Pardon, Cyril, le Hezbollah dans le passé a opéré à l'extérieur, à l'étranger, Sud-Amérique et ailleurs. Donc une éventuelle riposte contre des cibles israéliennes et juives à l'extérieur est bien sûr à prendre en considération. Un attentat de grande ampleur ici en Israël est aussi un scénario qu'il faut prendre en considération parce qu'il ne faut pas oublier que le Hezbollah est un parti politique qui a des aspirations politiques au Liban, qui représente la communauté la plus grande au Liban, qui fait partie actuellement d'une grande différence politique au Liban. Il est accusé d'être la raison du vide présidentiel, la présidence qui est assurée à la communauté chrétienne maronite est vide depuis très nombreux de mois et une bonne partie des chrétiens accusent le Hezbollah d'être la source de ce vide constitutionnel, tout à fait. Et donc le Hezbollah prendra tous ces points en considération et plus encore la situation en Irak. Il y a ces derniers mois, c'était un peu loin à cause de la guerre anti-État islamique, un certain progrès de l'armée syrienne, notamment dans le centre du pays. Et selon l'armée syrienne, il restait 2 fronts à s'en occuper, la Quneitra avec les frontières avec Israël et la région de Daraa à la frontière avec la Jordanie, alors que les autres frontières, Raqqa et la frontière avec la Turquie, la coalition internationale s'occupait de l'État islamique. Et donc les Syriens, avec les Iraniens, ne voulaient pas voir le Hezbollah dévier des plans qui sont en marche depuis quelques mois. Donc toutes ces considérations nous poussent à croire que le Hezbollah ne va pas riposter d'une façon classique des missiles contre Israël. Mais le grand changement, à mon avis, c'est que depuis les années 70, les plateaux du Golan feront partie d'une confrontation directe entre Hezbollah et Israël, entre Syrie et Israël. Yehoshua Amishav, une riposte ciblée, tardive, mais pas d'escalade majeure selon vous? Très difficile à savoir, parce que d'un côté, le Hezbollah est évidemment très affaibli. Ce n'est pas le même Hezbollah qu'on a connu il y a quelques années. Il est profondément engagé dans la guerre civile en Syrie. Il a perdu des centaines de ce qu'il appelle, lui, ses combattants. Il n'est pas à l'apogée, certainement pas de ses capacités. D'un autre côté, justement, c'est quand... Je vais dire un peu brutalement, mais c'est quand la bête est blessée qu'elle est peut-être plus dangereuse aussi. Donc je pense que d'abord les mesures qui sont prises dans le Nord aujourd'hui sans toucher à la sécurité, à la routine quotidienne comme on l'a vu, ce qui est très important, mais quand même l'armée, vous l'avez dit, a déployé des installations du dôme de fer et il y a certainement beaucoup d'autres choses qui ne sont pas publiées et c'est normal et c'est juste qu'il en soit ainsi. Ça ne doit pas se produire dans les prochains jours, ce qui est toujours le plus pénible dans ce genre d'affaires. C'est une espèce d'épée de Damoclès maintenant qui est suspendue un petit peu au-dessus de nous tous et aussi, il faut bien le dire, au-dessus des institutions juives et des communautés à travers le monde, puisqu'on a déjà vu, on en parlera tout à l'heure, par un hasard tragique et quand même extrêmement impressionnant, l'affaire du suicide, moi je dirais suicide entre guillemets, du procureur argentin qui enquête sur les attentats du Hezbollah en Argentine, apparaît exactement ces jours-ci. Elle nous rappelle que la vengeance du Hezbollah et le terrorisme du Hezbollah peut très bien s'exercer là où il y a des gens qui sont beaucoup plus exposés et beaucoup plus vulnérables que ne l'est l'État d'Israël. Ali Waked, selon vous, le Hezbollah est aujourd'hui plus faible ou plus fort qu'en 2006 au moment de la confrontation avec Israël? Je ne pense pas qu'il est plus faible, mais c'est vrai qu'il est impliqué sur plusieurs fronts, en Irak, en Syrie, au nord du Liban et bien sûr au sud du Liban. Donc faible peut-être pas, mais très divisé, ses capacités divisées et donc des capacités qui ne lui permettront pas à l'heure actuelle de penser à une confrontation directe avec Israël. Mais Syrie, quand on parle du Hezbollah,
Hezbollah, il faut parler aussi des Iraniens, il faut parler des volontaires qui viendront de l'Irak. L'Arabie saoudite accuse le Hezbollah d'être aussi impliqué dans le Yémen et on voit les collègues, les alliés du Hezbollah au Yémen, les Houthis, presque avant un coup qui fera tomber le pouvoir au Yémen dans les mains des alliés de Hezbollah. Donc, il y aura un changement dans l'effectif du Hezbollah. Cette fois-ci, on verra des volontaires de l'Irak, des volontaires de l'Iran et du Yémen impliqués dans cette guerre. C'est pour cela qu'il y a une nécessité pour le Hezbollah de se réorganiser avant de décider de rentrer dans une confrontation. Et encore, le Hezbollah est sous, je ne veux pas dire le choc, mais la forte impression de ce qui s'est passé en 2008 et surtout la critique que le Hezbollah a subie par des segments très importants de la population libanaise qui ont accusé le Hezbollah d'être la source de cette guerre qui a détruit pas mal de sites au Liban. Yoshua Mishav, est-ce que selon vous, comme l'affirme Amos Harel dans les colonnes du Haaretz, la mort de ce général iranien va compliquer encore un peu plus les choses ? Oui, je crois qu'Ali Waked l'a très bien dit. Dans tout ce tableau préoccupant, il ne faut pas oublier certainement pas l'élément central qui est le patron du Hezbollah. Le Hezbollah, sans l'Iran, bien entendu, pas dire n'est rien, mais enfin n'est pratiquement rien. Donc il est évident qu'avoir perdu une figure emblématique, un général d'armée, quand même, ça ne se produit pas tous les jours. C'est quelque chose qui place l'Iran aujourd'hui en confrontation directe, comme si elle ne l'était pas avant. Mais enfin là, il y a, disons, un élément quand même beaucoup plus dramatique. Mais l'Iran aussi doit très bien calculer ses réactions. Elle est elle aussi partie prenante intégrale de la guerre civile en Syrie, ce qui lui procure évidemment énormément de problèmes et qui fait diversion, l'oblige à consacrer du temps, des forces, des énergies et de l'argent à sauver le régime de Bachar el-Assad ou ce qu'il en reste. Donc là aussi, je crois que, sans vouloir tirer des plans sur la comète, je crois que il est probable, enfin très possible en tout cas, qu'on ne verra pas réellement dans les prochains jours, mais effectivement, il y a une menace maintenant, je le disais tout à l'heure, c'est une épée de Damoclès qui va planer au-dessus de nous tous, ici comme à l'étranger, et qui va nous obliger à accroître encore autant qu'on peut la vigilance qui déjà caractérise notre société. Alors vous le savez, messieurs, Israël n'a pas officiellement revendiqué ce raid israélien mené sur le plateau du Golan, pas sur la partie syrienne du plateau du Golan. Je vous propose d'écouter la réaction du ministre de la Défense israélien, Moshe Ya'alon. C'était au micro d'i24 News. Le Hezbollah s'est engagé à venger la mort de ses membres sur le plateau du Golan dimanche et accuse Israël d'avoir frappé le convoi du Hezbollah. Est-ce une source d'inquiétude ? Vous savez, Israël est toujours accusé. Nous sommes habitués à être accusés pour toutes les actions menées dans la région. Bien sûr, en raison des menaces du Hezbollah, nous devons nous préparer. Pensez-vous que cette réponse du Hezbollah pourrait provoquer une nouvelle guerre régionale ? Nous ne sommes pas inquiets, mais néanmoins, nous devons être prêts pour tout événement, réponse ou escalade. Les noms des personnes tuées ont été rendus publics. L'un d'entre eux est Djihad Mournier. Et je pense que vous connaissez ce personnage. Pouvez-vous nous en dire plus ? Pas à l'heure actuelle, et vous savez qu'Israël n'est pas impliqué dans cette frappe. Et le moins que l'on puisse dire est que ce n'étaient pas des amis d'Israël. Dernière question qui s'adresse à vous, Ali Waked. Est-ce que le Hezbollah, finalement, n'a pas pris le risque de se déconnecter ? Vous avez dit tout à l'heure que c'est un acteur majeur au Liban, représentant la plus forte communauté libanaise. Est-ce que le Hezbollah n'a pas pris le risque de se déconnecter de sa base populaire en allant combattre aux côtés des troupes de Bachar al-Assad ? Bien sûr qu'il a pris le risque, mais il devait sauver le régime de Bachar al-Assad parce que sans l'existence du régime de Bachar al-Assad, Hezbollah ne sera pas le même Hezbollah. On sait que le trajet des armes en provenance de l'Iran passe par Damas et un autre régime à Damas, le Hezbollah n'était pas sûr qu'il allait collaborer de la même ampleur et de la même manière avec la milice chiite. C'est pour cela qu'il n'avait pas
n'avait pas le choix. Avoir des frères musulmans ou avoir des partis djihadistes à sa frontière avec la Syrie signifie un changement dramatique dans l'équilibre de force entre le Hezbollah et entre Israël et dans la déterrence que le Hezbollah porte sur la société libanaise et sur ses adversaires politiques au Liban. Donc la réalité, c'est qu'il n'avait pas le choix. Mais le Hezbollah, Cyril, c'est vrai qu'il est un acteur libanais, mais il fait aussi partie des outils iraniens. Et donc, même si une bonne partie de la direction de l'organisation n'était pas en faveur de cette implication en Syrie, la direction du Hezbollah n'avait pas vraiment la décision indépendante dans ses mains. Alors justement, le Hezbollah télécommandé par les Iraniens. Yoshua Mishav, est-ce que vous pensez qu'aussi longtemps que les Iraniens négocieront avec les grandes puissances, il n'y aura pas de vengeance ou de riposte du Hezbollah? Ça, c'est très difficile à dire parce que l'expression qu'a employée Ali Waked est tout à fait la bonne. L'Iran a une boîte à outils. En général, les boîtes à outils, ça sert à réparer des choses et ça sert à construire quelque chose. Ça, c'est plutôt une boîte extrêmement destructrice qui permet d'exercer aussi des chantages discrets en disant, voyez, si vous n'allez pas venir à notre rencontre, si vous n'allez pas mettre de l'eau dans votre vin, nous avons les moyens de lancer chez vous par commanditaire des opérations de terrorisme et de déstabilisation. Je ne pense pas que les Iraniens iront jusque-là. Je pense aussi que il y a à l'intérieur du Hezbollah, très certainement aujourd'hui, et sans en savoir plus que ça évidemment, mais il me paraît logique qu'il y ait aussi, là aussi, malgré la personnalité charismatique dans le mauvais sens du terme, de Nasrallah, pareil, comme dans toute organisation, il doit y avoir des nuances, des courants intérieurs, des un peu plus pragmatiques ou des un peu moins terroristes, on va dire ça comme ça, qui comprennent aussi quelque chose de très clair. C'est que ce qui s'est passé dans les conflits précédents ne se passera pas maintenant. Israël a laissé entendre très clairement que de nouvelles agressions du Hezbollah venues du Liban entraîneraient pour le Liban lui-même, pas seulement pour le Hezbollah, des dégâts énormes au niveau des infrastructures. On a parlé du fait que dans les premières 48 heures d'un éventuel embrasement, nous souhaitons tous bien entendu qu'il n'arrive pas, mais il ne resterait plus un pont, un réservoir d'eau, une centrale électrique debout jusqu'aux portes de Beyrouth. Ça a été dit, ça n'a pas été dit, mais ça a été suggéré et clairement, je dirais, on a fait comprendre ça très clairement, à demi-mot, et même Syrie à 3/4 de mot, je pense que c'est clair pour tout le monde. Les Libanais ne sont pas prêts à ça. Le Hezbollah sait que la population libanaise ne veut plus souffrir des conséquences de ce que le Hezbollah lui-même fait. Donc tout ça, ça donne... c'est pour ça que je répète, à modeste opinion, je pense qu'on ne verra pas vraiment quelque chose, peut-être quelque chose de symbolique, mais pas quelque chose de significatif dans le court terme. Mais la menace est là et très certainement, je pense qu'il faut craindre, peut-être sur les mois qui viennent, quelque chose de plus dramatique. C'est la grande mission maintenant, comme s'il manquait de travail, mais c'est la grande mission maintenant des services israéliens, en particulier des services secrets. Merci. Je vous le disais en titre, le procureur argentin qui enquêtait sur l'attentat contre la mutuelle juive Amia en 1994 a été retrouvé mort hier à Buenos Aires, à son domicile. Suicide ou pas, en tout cas, la mort de Alberto Nisman interpelle en Argentine, puisqu'il avait, vous le savez, accusé la semaine dernière la présidente Cristina Kirchner d'avoir privilégié la relation commerciale avec l'Iran au détriment de l'enquête. Et le document que vous allez voir, c'est un document exceptionnel, puisque l'an dernier, Alberto Nisman, en personne, avait accordé une interview aux équipes de reportage sur notre chaîne i24 News sur les avancées de l'enquête, un reportage signé Carlos Gurevich. Nous avons fait un travail très approfondi, un examen de tous les documents, toutes les écoutes téléphoniques, les dossiers. Nous sommes partis de zéro. Après 1 an et demi de travail, en octobre 2006, nous avons publié notre premier rapport très complet, près de 800 pages, dans lequel nous avons conclu que l'attaque a été organisée, planifiée et financée par les plus hautes autorités de la République islamique d'Iran.
Précisément, la décision avait été prise près d'un an auparavant dans la ville iranienne de Masha en août 1993. Lors d'une réunion à laquelle ont participé, par exemple, le président, celui qui était alors chef du renseignement iranien, Rafsanjani, Falahian, le chancelier Velayati et le chef de la garde révolutionnaire, Rezadji. Vous vous en souvenez car il était candidat à la présidentielle au cours des dernières élections iraniennes. Il représentait un groupe appelé Al-Quds. Ce groupe en charge d'effectuer des opérations terroristes pour le compte de l'Iran à l'étranger, dirigé par Ahmad Vahidi. Nous savons la vérité, tout au moins une grande partie. La question est si nous allons obtenir justice. Et je crois que oui, je crois qu'on l'obtiendra et que ces personnes seront jugées. C'est pour cela que nous luttons. Je ne peux pas vous dire quand, mais je suis sûr de cela. Yoshua Mishav, c'est la raison d'État qui a eu raison du procureur Nisman? On va voir, mais vous savez, Cyril, dans les années 30 du siècle passé, la France a été secouée par un scandale énorme, l'affaire Stavisky. C'était un escroc d'envergure internationale qui avait réussi à corrompre des dizaines et des dizaines de politiciens français au plus haut niveau. Et il a été lui aussi retrouvé suicidé. Et le Canard enchaîné était sorti avec une manchette. Stavisky s'est suicidé de 2 balles dans le dos. Donc cette manchette-là, je pense qu'on peut peut-être la recopier en 2015. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus sous la dictature en Argentine. Ça reste un État quand même relativement autoritaire. Et la présidente Kirchner a, on va dire, un style de gouvernement que peut-être dans tous les pays démocratiques on n'est pas habitué à voir. Oui, je suis resté un peu diplomate quand même. Mais ceci dit, je pense que la pression de l'opinion peut faire son effet. Et je crois que la vérité quand même sortira à un moment ou à un autre. Ce suicide est très suspect. Nisman, il y a 3-4 jours, de manière très dramatique, a dit à un journal argentin qu'il craignait la mort. Et qu'il craignait la mort. Il dit avec les documents que j'ai, voilà, au journal Clarín, je peux en mourir. Il a dit donc, il savait lui-même que quelque chose de grave pouvait lui arriver. Il y a plus que des suspicions dans ce cas-ci. Ali Waked, à qui profite la mort du procureur selon vous? Bon, on a entendu l'interview de Nisman et bien sûr, ça profite aux Iraniens et à leurs complices dans le gouvernement argentin et dans les institutions de l'Argentine. Mais Cyril, ce n'est pas un secret que divers réseaux du Hezbollah ont été démantelés, ont été découverts en Sud-Amérique et en Argentine. Ce n'est pas un secret que la communauté libanaise ou d'origine libanaise, notamment la communauté chiite libanaise, est très nombreuse à être en Sud-Amérique. Donc il y a pas mal des acteurs qui pourront opérer ce suicide, entre guillemets. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les trois. À suivre dans le Morning après un nouveau journal d'Elsa Mimoun. Ce sera le journal de campagne. Il est présenté par Dror Even Sapir. A tout de suite. Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau du Morning. On va ouvrir à présent une page politique israélienne à J-56 des législatives anticipées du 17 mars. Et c'est Dror Even Sapir, notre analyste politique, qui va nous faire vivre au plus près cette campagne. Alors Dror Even Sapir, la plupart des partis politiques israéliens ont établi leur liste de candidats à la Knesset. C'était hier au tour du parti de gauche Meretz et du parti de droite Israël Beiteinu de le faire. Effectivement, le parti Israël Beiteinu, dirigé par le chef de la diplomatie, Avigdor Lieberman. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par le Meretz, qui est un petit parti de gauche qui existe depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et qui est en difficulté dans les sondages. Et pour résumer en fait le vote des militants du parti Meretz hier, qui a donc établi la liste des candidats que ce parti va présenter aux élections du 17 mars, en gros, c'est un peu, on reprend les mêmes, on recommence. C'est grosso modo le même groupe parlementaire, la même liste, plus ou moins. Pas vraiment de surprise, pas vraiment de nouveauté. Et c'est pas anecdotique, Cyril, parce que le système d'élection interne au Meretz, qui est un peu complexe et qui fait la part belle, en fait, aux militants déjà bien établis, à ce qu'on appelle les apparatchiks, en fait, de ce parti, eh bien, ne permet pas une véritable ouverture à d'autres courants de la société israélienne,
ou à des figures publiques connues. Il y avait plusieurs figures publiques de poids qui avaient envisagé à un moment au cours de ces derniers mois de tenter leur chance dans les rangs du Meretz. Une journaliste que l'on connaît bien ici qui s'appelle Aviram Golan, qui intervient régulièrement sur notre chaîne, un général de réserve, le général Eyal Ben Reuven, une personnalité respectée en Israël. Toutes ces personnalités ont renoncé. Le commentateur sportif Zohir Bahaloul, arabe israélien, qui a finalement tenté sa chance, qui a obtenu une place réaliste sur la liste du Parti travailliste cette fois, toutes ces personnalités ont renoncé à se présenter au Meretz. Pourquoi ? Parce que le système est très fermé et ne permet pas, encore une fois, une véritable ouverture. Et donc on a une liste avec des gens qui ont sans doute fait un bon travail de parlementaire, mais qui ne sont pas forcément les plus attractifs en termes électoraux, en fait. Et comment on explique cette perte de vitesse du Meretz dans les sondages ? Alors, il y a ce point sur lequel je viens de m'exprimer, puis il y en a d'autres. Il y a le fait que... Et c'est important parce qu'il y a quelques mois, dans les sondages, on constatait une hausse assez inattendue du Meretz qui se rapprochait des scores qu'il obtenait dans les années 90, 9, 10 mandats. Et pour le Meretz, qui en a 6 actuellement sur les 120 cocons de la Knesset, c'est beaucoup. Et il y a eu une chute assez nette au cours de ces derniers mois, accentuée au cours de ces dernières semaines. Il y a plusieurs facteurs. Je pense que le principal, c'est la dynamique d'union au centre-gauche autour d'Yitzhak Herzog, le chef du Ville travailliste, et de Tzipi Livni. Le fait aussi que les travaillistes se sont dotés d'une liste, là au contraire, plutôt rajeunie, plutôt en phase avec les préoccupations sociales d'une bonne partie de l'électorat, en tout cas d'une bonne partie de l'électorat de la gauche israélienne, vous savez, avec les leaders de la contestation sociale de l'été 2011 qui sont arrivés en très bonne place, Sheli Yechimovitch, également l'ancienne présidente du Parti travailliste, tout cela enlève au Meretz une part de sa spécificité, et beaucoup d'électeurs de gauche aussi se disent que cette fois, à tort ou à raison, il y a une véritable chance de battre la droite et Benyamin Netanyahou, et que pour augmenter les chances de battre la droite et Benyamin Netanyahou, il faut renforcer le grand parti du bloc de gauche, à savoir cette liste commune qu'on appelle en hébreu Amachane Atzioni, le camp sioniste, et tout cela, bien évidemment, se fait aux dépens du Meretz, qui aujourd'hui, dans les sondages, est autour de 6-5 mandats. Et j'attire votre attention, Cyril, sur le fait qu'aujourd'hui, le seuil d'éligibilité est à 3,25% des suffrages. Donc un parti ne peut pas avoir moins de 4 mandats. Et donc, le Meretz se rapproche dangereusement de cette ligne rouge du seuil d'éligibilité. Et c'est la même chose du parti dont on va parler tout de suite, à savoir celui d'Avigdor Lieberman. Mais avant ça, l'érosion de la gauche israélienne, elle s'explique par des évolutions beaucoup plus profondes. Voilà. Alors, il y a ce dont je viens de parler, et puis il y a aussi le fait que la société israélienne assez largement a évolué vers la droite, elle s'est droitisée. D'ailleurs, à l'image de quasiment toute la société occidentale, démocratique, on constate dans plusieurs pays en Europe. Et ça, c'est une chose. Deuxièmement, la crise du processus de paix auquel des partis comme le Meretz étaient associés, la crise des accords d'Oslo auquel plus personne ne croyait véritablement en Israël, le scepticisme qui a gagné beaucoup d'Israéliens, y compris des électeurs de gauche vis-à-vis du processus de paix, vis-à-vis du processus de paix israélo-palestinien, et puis aussi des évolutions, je dirais, démographiques, parce que le socle sociologique de la gauche israélienne s'est un petit peu réduit. On a dit que les Israéliens en général originaires des pays du monde arabo-musulman et qui vivent plutôt dans les quartiers pauvres ou dans les villes de développement ne votent pas à gauche. Les russophones issus de l'immigration du début des années 90 ne votent pas à gauche non plus, sont plutôt tentés vers la droite. Les Arabes israéliens votent en majorité aujourd'hui pour leur propre formation, pour les formations qui prétendent les représenter. Les Israéliens pratiquants religieux de différentes tendances ont leur propre parti ou votent pour le Likoud. Il ne reste plus grand-chose pour la gauche israélienne. Allez, on passe de la gauche à la droite à présent avec cette nouvelle liste donc, du parti Israël Beitenou, du chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman. Alors c'est intéressant la liste qu'a présentée Avigdor Lieberman hier. Alors là, c'est pas du tout un système de vote démocratique. C'est Avigdor Lieberman seul maître à bord qui décide. Il y a une fiction de procédure pour enjoliver un petit peu les choses. Mais c'est Avigdor Lieberman seul maître à bord donc qui décide de cette liste. Et c'est une liste qui sera sensiblement différente de la liste précédente dans la mesure où plusieurs des grandes figures de ce parti associés plutôt à l'aile droite, et c'est intéressant, du Israël Beitenou, ont quitté la vie politique ou ont été remerciés par Avigdor Lieberman. Des personnalités de premier plan, Uzi Lando, Yair Shamir, le fils d'Yitzhak Shamir, ancien Premier ministre, des personnalités associées à la droite, et ces personnalités donc, ne feront pas partie de cette liste. Une autre personnalité aussi qui ne fera pas partie de cette liste, c'est la secrétaire générale du parti, Madame Kirschenbaum, qui était associée à cette affaire de corruption à grande échelle qui a entaché plusieurs cadres de premier plan du
du Israël Beiteinu et qui explique en partie la baisse de ce parti dans les sondages. La liste qui a été présentée hier par Lieberman n'est pas vraiment... Elle est plus jeune, effectivement. Elle est peut-être un petit peu plus diverse en termes d'orientation idéologique. Elle n'est pas vraiment attractive, elle n'est pas vraiment attrayante. Et selon vous, ces affaires de corruption, elles vont affecter le résultat du parti Israël Beiteinu? Probablement. On constate là aussi une baisse dans les sondages. Le Israël Beiteinu a 6-5 mandats. Et là aussi, on se rapproche dangereusement du seuil d'éligibilité. Mais il y a d'autres évolutions. Le fait que Lieberman ait recentré son discours en matière de diplomatie, relativement recentré son discours en matière de diplomatie, en matière de processus de paix, eh bien, ça a déstabilisé son électorat, qui est très clairement ancré à droite. Et puis, il y a aussi, on parlait de l'évolution démographique plutôt défavorable à la gauche. Elle est aussi plutôt défavorable au parti de Lieberman, dont le socle de base était celui des immigrants ou des anciens immigrants russophones. Aujourd'hui, cette population-là, eh bien, elle a tendance tout simplement à s'intégrer au sein de la société israélienne et donc à ne plus vouloir être représenté par un parti qui serait spécifiquement russophone ou qui représenterait des intérêts qui seraient spécifiques à la communauté, si on peut parler de communauté russophone en Israël. Yehoshua Amishav, comment vous l'expliquez, vous, cette baisse de popularité d'Avigdor Lieberman? J'irai dans les grandes lignes sur ce que Dror vient d'expliquer, mais quand même, je pense qu'il faut faire attention au dernier point qui a été soulevé, qui est le point diplomatique. Le slogan de campagne d'Avigdor Lieberman va être Ariel, donc la ville d'Ariel en Israël, et El-Fachem en Palestine. Alors d'un côté, on peut considérer qu'il y a un vrai problème à vouloir que, disons, les citoyens arabes israéliens ne sont pas des objets qu'on déplace d'un côté à l'autre d'une frontière sans leur demander leur avis, etc. Ça, c'est une chose qui paraît à moi... Il va à nouveau faire campagne sur l'idée du transfert? Ah, écoutez, c'est pas vraiment un transfert. Ce que Lieberman dit, c'est je n'expulse personne de chez lui, je modifie le tracé de la frontière. C'est-à-dire la frontière entre Israël et ce qui sera éventuellement un jour venu la Palestine, ce qui est aujourd'hui l'autorité palestinienne, elle passe à un certain endroit très proche de la ville d'Umm-el-Fachem. Je dis, je déplace ça de quelques kilomètres vers la gauche, j'ampute donc un tout petit peu le territoire israélien et tous ces braves gens passent dans le futur État de Palestine. Quand il dit Umm-el-Fachem, il pense aussi à d'autres localités arabes, mais Umm-el-Fachem, c'est un peu la ville emblématique. Alors, c'est quand même, si vous voulez, en tant qu'ancien diplomate, je ne crois pas qu'une proposition comme celle-là, par exemple, puisse réellement contribuer à l'image d'Israël dans le monde, si on veut parler de ça. Je le répète, il y a des citoyens israéliens dont le rapport à l'État d'Israël est très problématique. C'est une question que la société israélienne, d'ailleurs, évacue, mais balaye sous le tapis et ne traite pas, tous les partis politiques ou la plus grande partie d'entre eux. Mais ce ne sont certainement pas des objets qu'on déplace sans leur demander leur avis, comme je viens de le dire. D'un autre côté, une formule comme celle-là veut dire que Lieberman est en fait pour deux États. Et ça, c'est quand même une évolution importante de sa ligne politique. Il était prêt à quitter son propre logement qui se trouve dans les territoires de Cisjordanie si véritablement un véritable accord de paix était conclu. Voilà. Et si on ajoute ça au fait qu'il a quand même remonté les bretelles poliment et moins poliment 2 ou 3 fois dans les 5-6 derniers mois au Premier ministre lui-même par rapport à la crise qui existe aujourd'hui dans les relations entre Israël et les États-Unis et au mauvais rapport personnel entre Obama et le Premier ministre Netanyahou, il a exprimé à plusieurs reprises, Lieberman, de manière assez concrète, sa position selon laquelle l'alliance avec les États-Unis était une alliance vitale, stratégiquement vitale pour Israël, et que par conséquent il fallait tout faire pour en conserver le niveau, la qualité, et certainement pas avoir un conflit avec Washington. Ça le met, comme vous disiez, Dror, dans une position un peu nouvelle qui peut déstabiliser une partie de son électorat. Merci messieurs, c'était le journal de campagne de ce mardi 20 janvier. Je vous le disais en titre, les chefs de la diplomatie européenne étaient réunis hier à Bruxelles pour mettre en place une stratégie commune face au terrorisme. L'Union européenne qui prépare des actions et qui chercherait l'appui des pays arabes. Le récit de Leslie Rezouk. Une détermination à toute épreuve et une unité plus forte que jamais. Réunis ce lundi à Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères comptent bien renforcer leur coopération après la vague d'attentats en France et l'opération anti-djihadiste de jeudi dernier en Belgique.
Leur but, coordonner leurs réponses contre la menace terroriste. Si certains États ont déjà durci leur législation, les 27 veulent désormais développer un arsenal de mesures à l'échelle de l'Union tout entière. Essayons surtout avec nos collègues d'échanger de plus en plus d'informations, pas seulement sur les départs mais sur les retours, de pouvoir suivre à la trace l'ensemble des combattants étrangers qui sont partis en Syrie et notamment à travers les données concernant les passagers dans les avions, le fameux PNR. J'espère que le Parlement européen va changer d'attitude en la matière et autoriser la mise en place d'un PNR à l'échelon européen et aussi en collaboration avec d'autres partenaires. Objectif, mutualiser leurs renseignements pour tenter d'empêcher le départ de nouveaux Européens en Syrie. Et pour ce faire, l'Europe s'appuie sur d'autres acteurs incontournables. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires arabes. Tous les pays musulmans de la planète sont ceux qui portent le fardeau le plus lourd du terrorisme. Ils continuent d'être en première ligne et nous devons travailler en étroite collaboration avec eux pour protéger à la fois ces pays et ceux de l'Union européenne. Prochain rendez-vous de l'Union pour lutter contre le terrorisme, la rencontre des ministres de l'Intérieur le 28 janvier prochain à Riga. Enfin, les chefs d'État se retrouveront le 12 février afin de trouver une parade au retour des djihadistes européens, qu'ils viennent de Syrie ou d'Irak. Yoshua Mishav, chercher à renforcer la coopération en matière de renseignement avec les pays arabes, mais également avec la Turquie. La Turquie qui est, rappelons-le, le principal soutien des frères musulmans dans le monde arabe et accusé de timidité dans cette coalition anti-Daesh. Ça vous paraît étrange comme stratégie ? Vous savez, il y a des impératifs géodémographico-stratégiques, si je peux me permettre ce barbarisme, auxquels on ne peut pas échapper. Vous avez un pays musulman de 80 millions d'habitants qui est au confluent de deux continents, de l'Europe et de l'Asie, qui a une position stratégique absolument incontournable. C'est ça qui fait la force de la Turquie. La Turquie fait des progrès économiques. Mais en même temps, la Turquie qui est accusée d'être l'autoroute du djihadisme. Mais bien entendu, il y a un double jeu très souvent d'Erdogan. Nous savons très bien qui est le président turc, l'ancien Premier ministre Erdogan. Nous savons très bien qui il soutient. Nous avons vu son soutien au président égyptien déchu Morsi. Nous voyons son soutien au Hamas. Mais d'un autre côté, il a toujours un œil sur l'Occident. Lui non plus, il ne peut pas remettre en jeu de manière décisive son alliance stratégique, sa participation à l'OTAN et son alliance stratégique avec les États-Unis, même si elle connaît beaucoup de turbulences. Il joue toujours, il a un œil quand même sur la Russie aussi, il joue de manière intelligente de son point de vue, mais surtout il a en main des cartes qui sont excellentes. Donc l'Union européenne, même si elle n'en pense pas moins, elle ne peut pas faire à moins que de trouver un terrain d'entente et de concilier d'une manière ou d'une autre Erdogan en attendant peut-être, en espérant qu'aux prochaines élections turques, quelqu'un le remplace. Mais pour le moment, il est là et, je le répète, il a des cartes maîtresses en main qui compliquent beaucoup la situation. La toute première décision des 28 réunis hier à Bruxelles a été de faire appel à cette décision de la justice européenne de retirer le Hamas de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Comment vous interprétez cette décision ? C'était une décision technique, en fait. Le retrait du Hamas de la liste des organisations considérées comme terroristes. Alors ça a été interprété par certains en Israël comme la nouvelle preuve des orientations anti-israéliennes de l'Union européenne. C'était allé un petit peu vite en besogne. C'était une décision technique dont on peut espérer qu'elle soit très rapidement rétablie, corrigée. Est-ce que d'une manière générale, vous pensez tous les deux que les attentats de Paris vont servir ou au contraire desservir la cause palestinienne ? On se rappelle qu'Ariel Sharon avait réussi le pari de faire d'Arafat le Ben Laden palestinien. Est-ce que Netanyahou va tenter de faire la même chose avec Mahmoud Abbas ? Écoutez, il le fait déjà, puisqu'on passe notre temps ici, en tout cas le gouvernement israélien, à qualifier Mahmoud Abbas de toutes sortes d'adjectifs peu flatteurs. Mais je pense qu'effectivement, pour l'opinion, pour l'homme de la rue en Occident, toutes ces histoires de chiites, sunnites, alaouites, terroristes, djihadistes, etc., il y a tendance à mettre tout le monde dans le même sac, ce qui peut être problématique parce qu'Israël, pour le moment, n'a pas d'autre partenaire, si on veut avancer, que Mahmoud Abbas. Merci à tous les deux, merci Dror Ben Sapir, merci Yoshua Mishav. Va suivre dans votre morning l'incroyable rebond de popularité de François Hollande. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau du Morning avec Rudy Saada, bonjour, et Bethsabée Salem. Jamais, je vous le disais en titre, jamais un chef d'État n'avait connu un tel rebond de popularité. François Hollande gagne 21 points, 40% d'opinion favorable, lui qui n'avait pas dépassé la barre des 20% depuis juillet dernier. Alors avant d'en parler, je vous propose d'écouter un extrait de son discours, du discours de François Hollande prononcé hier à l'occasion des 70 ans de l'AFP. La France ne fait pas de leçons à aucun pays, mais la France n'accepte aucune intolérance. Nous n'insultons personne lorsque nous défendons nos idées, lorsque nous proclamons la liberté. Au contraire, nous respectons toutes celles et tous ceux à qui nos idées s'adressent pour les faire partager. Et le drapeau français, c'est toujours celui de la liberté. Et qu'à travers cette attaque, ce n'est pas un journal seulement qui était visé. C'est la liberté d'expression, la liberté de la presse. Une liberté qui a été chèrement conquise par les générations qui nous ont précédés. Une liberté qui a été défendue aujourd'hui même, alors qu'elle a été lâchement attaquée. C'est ce qui a fait que de nombreux Français se sont levés partout dans notre pays pour clamer leur attachement aux valeurs de la République. Rudy Saada, comment les réseaux sociaux ont-ils réagi à cette hausse de popularité de François Hollande? 21 points, c'est quand même c'est une première. Mitterrand, c'était plus de 19 points après la guerre du Golfe. Alors évidemment, François Hollande n'en attendait pas tant, mais du côté des internautes, on est très bien conscient de ce qu'on appelle l'effet de ralliement. C'est un bond que connaissent tous les chefs d'État après un grand drame national, et ils sont conscients du côté éphémère. C'est-à-dire que c'est un effet qui, en un an, revient quasiment à la normale. Alors je vous ai sélectionné quelques tweets pour sentir un petit peu l'état d'esprit sur Internet. On va les voir. Voilà, par exemple, pour Pont d'Arcole, 137%, il exagère à peine, 137% des Français pensent qu'Hollande a bien fait le job, 193% qu'il devrait être élu président à vie, et 282% qu'il est Dieu vivant. Donc vous voyez le ton un petit peu à l'ironie. On va continuer dans la même veine avec David Abiker qui, lui, pense qu'il devrait juste être prix Nobel de la paix. C'était une manière aussi de se moquer de toute cette mise en scène qui a quand même été bien orchestrée aussi dans les médias et par la communication de l'Élysée, qui a fait, il faut le dire, un sans faute. On va continuer avec Diarra Defoe qui, elle, donne un petit conseil à François Hollande. Elle dit, voilà, si j'étais François Hollande, je me dépêcherais de placer toute ma popularité sur un livret A. Ça peut éventuellement servir pour le futur. Et puis elle enchaîne évidemment en disant la suite. On va voir le prochain tweet de Diarra Defoe, voilà, qu'il profite bien de cet état de grâce, car bientôt les chiffres du chômage vont bientôt tomber, vont pas tarder à être dévoilés, ce qui va peut-être signer la fin de ce bond incroyable. Alors il faut aussi signaler sur Internet les réactions que je vous ai épargnées, celles évidemment qui parlent de la théorie du complot. Évidemment, il y a énormément, on en a parlé, des théories du complot qui se multiplient sur Internet. Alors évidemment, après ce bond, certains crient évidemment au complot politique pour remonter l'image de François Hollande. Merci Rudy Saada. Et on va tout de suite rejoindre par téléphone Antonin André, qui est chef du service politique d'Europe 1. Bonjour. Alors est-ce qu'on est dans ce que les spécialistes appellent, ce que Rudy a mentionné également, l'effet ralliement au drapeau, à savoir que la cote de popularité d'un dirigeant grimpe automatiquement suite à un événement tragique? C'est comme ça qu'on doit expliquer cette progression? Oui, en grande partie. C'est-à-dire que François Hollande a coutume de dire que dans cette séquence dramatique, la France a changé, et du même coup, le regard sur lui, sur son action, a changé également. Et c'est vrai qu'il s'est passé un phénomène assez marquant, c'est que François Hollande avait été élu président de la République, il a été élu, désigné, mais dans cette séquence, il l'est devenu aux yeux de beaucoup de Français qui jusqu'ici ne lui reconnaissaient pas ce statut de président de la République. Et mécaniquement aujourd'hui, dans sa capacité à protéger, à commander et à incarner la résistance du peuple français dans cette séquence dramatique, eh bien, le regard sur lui a changé de la part de Français, y compris d'ailleurs de droite. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, sa cote de popularité bondit de 17% parmi les sympathisants du Front National, de 16% parmi les sympathisants de l'UMP. Et vous direz qu'aujourd'hui, François Hollande a l'envergure d'un chef d'État, c'est ça que vous nous dites?
Oui, il est devenu président de la République et plus jamais ne lui sera fait le procès en illégitimité, ce qui d'ailleurs prive Nicolas Sarkozy de son principal adversaire. C'est un point d'appui très fort puisque Nicolas Sarkozy pariait sur sa capacité à lui incarner une forme de présidentialité. À ses yeux, et beaucoup de Français, François Hollande, lui, n'incarnait pas. Et on a l'impression quand même qu'à chaque fois que François Hollande a affaire au terrorisme, sa cote de popularité remonte. C'était le cas notamment après l'intervention française au Mali. Oui, mais elle était montée de 3 ou 4 points au moment de l'intervention française au Mali. Là, on voit bien qu'il a eu à prendre des décisions, notamment vis-à-vis de l'assaut de l'hypercachère, qui était une décision lourde de conséquences, puisqu'il y avait quand même beaucoup d'otages à l'intérieur. On a vu aussi qu'il avait eu des gestes envers toutes les communautés pendant cette séquence. Il a fait un sans faute. Et puis il y a cette image très forte du 11 janvier avec tous ces grands dirigeants de la planète qui sont venus en France et qui montrent que la France, finalement, est un pays particulier avec qui la liberté a un rapport particulier. Et c'est cette séquence exceptionnelle qui explique cette remontée exceptionnelle de François Hollande qui est bien au-delà de ce qu'il avait engrangé comme point au moment du Mali. Est-ce que selon vous, plus dur sera la chute pour François Hollande ou est-ce qu'il peut d'ores et déjà briguer un nouveau mandat? Alors c'est toute la question. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que ce rebond de popularité va être pérenne. Il est conscient lui-même que de toute façon, les Français le jugeront sur ses résultats économiques, chômage, pouvoir d'achat. Mais ce qui est vrai, c'est que la question d'une autre candidature que la sienne à gauche aujourd'hui ne se pose plus. C'est-à-dire qu'il sera le candidat naturel de la gauche et je pense que ce sera très difficile même pour les écologistes ou pour l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon qui espère un échec de François Hollande. Ce sera très dur de lui contester le leadership à gauche. De ce point de vue-là, il a réglé quand même une partie de la question dans la perspective d'un second mandat. Merci Antonin André d'être intervenu sur notre antenne. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef du service politique sur Europe 1. Voici à présent le portrait d'une jeune femme qui a fait de son handicap une force avec tous les outils de communication d'aujourd'hui. Victoria Modesta pose la question de l'invalidité. La réponse avec Sandy Fortis. Faire de son handicap une force, c'était le souhait de Victoria Modesta. Pari réussi pour la jeune femme russe. Dans son clip Prototype, la mannequin et chanteuse qui a toujours refusé de se considérer comme handicapée se transforme en figure sexy, adulée de tous. Amputée d'une jambe à l'âge de 20 ans, Victoria Modesta ne renonce pas à son rêve. Elle décide de détourner son handicap en un atout en utilisant ses prothèses comme accessoire de mode. Pic en acier, jambes bioniques illuminées ou serties de strass et de paillettes, la pin-up à prothèse fait fantasmer fillettes et adolescents. Pose suggestive, tenue extravagante et chorégraphie spectaculaire, la jeune femme qui vit à Londres fait valser les normes de beauté de notre société. Et ce n'est pas la seule. Tout comme elle, d'autres femmes ne font plus rimer beauté avec corps parfait. Exemple par excellence, Aimée Mullins, actrice, mannequin et championne paralympique. La jeune femme amputée des 2 jambes à l'âge d'1 an courait déjà pour ses 2 ans et a depuis continué sur cette lancée. Championne paralympique en 1996, elle défile pour Alexander McQueen en 1998 et rejoint en 2012 la liste des célèbres égéries de la marque L'Oréal. Un objectif atteint malgré tous les obstacles. Des obstacles, Heather Mills, ancienne Mrs. Paul McCartney, en a elle aussi connu. Amputée d'une jambe suite à un accident, le jeune mannequin décide toutefois de poursuivre son activité. En 2010, elle participe même aux émissions de télé américaines Dancing with the Stars et Dancing on Ice. À 45 ans, Heather Mills s'est tournée vers le sport et a réalisé de très belles performances en ski paralympique. Victoria Modesta, Aimée Mullins, Heather Mills, 3 femmes, 3 personnalités qui prouvent au monde que le handicap n'est pas un obstacle insurmontable, un premier pas pour changer le regard des gens sur leurs différences. C'est l'heure des 5 clics de Betsabé Salem. Betsabé, bonjour.
Bonjour. Je crois qu'on commence avec une carte. Oui, tout à fait. Une carte publiée par le site du Huffington Post. C'est la carte des manifs anti-Charlie Hebdo dans le monde, et pas moins avec cette légende pour le moins suggestive. Une colère mondialisée. Et pour cause, on parle en tout, Cyril, de dizaines de milliers de manifestants. 2000 personnes hier en Iran, à Téhéran, devant l'ambassade de France. Hier, la Tchétchénie, République musulmane du Caucase russe, est devenue pour quelques heures l'épicentre de la contestation anti-Charlie Hebdo, nous dit le Huffington. Pas loin d'ici, à Gaza, le drapeau français était brûlé. Et quant aux slogans qui ont été scandés par environ 200 islamistes devant le centre culturel français, ils étaient de cet acabit: français dégagés de Gaza ou nous vous égorgerons. Il y a aussi les victimes de ces manifestations, comme au Niger, donc ancienne colonie française, et pays dont la population est à 98% musulmane, où les manifestations ont fait 10 morts au moins et une cinquantaine de blessés. Alors s'agit-il d'une mondialisation des imbéciles? C'est en substance l'approche et accessoirement le titre choisi par Caroline Fourest, qui est donc collaboratrice de Charlie Hebdo, on la connaît, qui dans son édito publié par le Huffington toujours dénonce les accusations selon lesquelles Dieudonné n'aurait lui pas bénéficié de la liberté d'expression. Dieudonné, qui on le rappelle, va être jugé en correctionnel. Eh bien selon elle, il y aurait une sacrée différence. Je cite: la différence entre Charlie Hebdo et Dieudonné, c'est que Charlie rit des terroristes, là où Dieudonné rit avec les terroristes. C'est la différence entre l'humour et la haine, entre faire respirer la démocratie et vouloir la tuer. Rudy Sada, est-ce qu'on sent sur les réseaux sociaux cette accusation de la politique des deux poids deux mesures avec la liberté d'expression Dieudonné face à Charlie Hebdo? Évidemment, sur les réseaux sociaux, on lit énormément ce genre de théories. Et effectivement, il faut à chaque fois expliquer les différences. Et le débat est en tout cas lancé beaucoup, même aux États-Unis, n'arrivent pas à comprendre, ne connaissent pas ce personnage Dieudonné et n'arrivent pas à comprendre pourquoi on interdit Dieudonné quelques jours après une manifestation pour la liberté d'expression. Alors après, il faut évidemment expliquer. Allez, clic numéro 2 à présent, Betsabé, à Paris. Donc on revient à Paris, c'est le dessinateur Riss qui devrait succéder à Charb à la tête de Charlie Hebdo. Tout à fait, Charb qui donc a été tué le 7 janvier. Riss lui-même a été blessé à l'épaule droite. Il devrait sortir de l'hôpital aujourd'hui. Et on note que Laurent Sourisseau, donc de son vrai nom, 48 ans, co-dirigeait déjà avec Charb le journal Charlie Hebdo depuis plusieurs années. Alors quant au prochain numéro de Charlie Hebdo, il va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Repos oblige. Et oui, les rescapés de l'attentat compteraient prendre 2 semaines avant de sortir un nouveau numéro, probablement attendu le 4 février prochain. D'ici là, le numéro des survivants restera en vente, de quoi peut-être alimenter encore ce vent de manifestations anti-Charlie. Allez, Betsabé Salem, vous nous emmenez à présent en Uruguay. Oui, alors où le président Pepe Mujica alimente décidément sa légende de héros. Une fois de plus, Courrier International raconte: un jeune homme faisait de l'autostop, donc en Uruguay, en vain, quand il a été pris par le président lui-même, José Pepe Mujica, qui voyageait avec sa femme et leur chien. Alors l'histoire a été publiée sur place par El Observador, mais elle est sortie au-delà des frontières. Elle est allée se glisser sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait le jeune homme a publié sur Facebook des photos qui sont devenues virales. En fait, alors sachez que Pepe Mujica, quand même, est connu pour son goût des choses simples, pour sa politique libertaire. Il reversait même 90% de son salaire à des associations caricatives. Il n'est au pouvoir que pour quelques semaines. Allez, on reste en Amérique latine, direction à présent l'Argentine. Betsabé, vous nous parlez cinéma. Oui, alors il s'agit vraiment d'un film bazooka, cinématographiquement parlant, le film le plus vu déjà dans l'histoire du cinéma argentin, mais pas seulement. Les nouveaux sauvages pètent les plombs et galvanisent les foules, écrit RFI. D'ailleurs, le film qui vient de débarquer en France il y a quelques jours, est en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger. Alors le film, c'est quoi? 6 sketchs en substance, des histoires hilarantes, acides, surréalistes, mais surtout le réalisateur se moque de la violence. Certains risquent de le prendre mal peut-être. Alors Atlantico souligne de son côté que ces nouveaux sauvages, c'est très révélateur des effets malsains de l'omniprésence de l'argent dans notre société. Et en fait, c'est pour ça que les personnages pètent les plombs et deviennent violents. Alors à ne pas rater apparemment un dernier sketch jubilatoire, écrit Atlantico, sur le mariage juif. Il y aurait, écrit Atlantico, du Fellini dans cet épisode. À voir.
Allez, si vous êtes de mauvaise humeur ou si vous avez été de mauvaise humeur, c'est normal parce qu'hier c'était le Blue Monday. Voilà, exactement. Le Guardian, donc en Grande-Bretagne, vous suggère de sortir vos flûtes à champagne pour fêter ça. Le Blue Monday hier était censé être donc le jour le plus déprimant, mais le Guardian ne se laisse pas faire. Il a décidé de prendre le contre-pied de cette mauvaise humeur en se foutant une fois de plus du Blue Monday. Disons que ce sera le dénominateur commun de ces clics, façon de dire nous refusons de nous laisser envahir par le blues. Et alors il a choisi, le Guardian, quelques illustrations. Vous allez voir celle de Kermit, par exemple. C'était dans une pub pour le thé qui remarque, Kermit, que les médias méprisent les autres jours déprimants de l'année. Et oui, il n'y avait pas qu'hier, Cyril. Il y a encore Batman qui a son mot à dire, qui répond plutôt énergiquement donc à cette question. Était-ce le jour le plus déprimant de l'année ? Merci Betsabé Salem. On rappelle que vendredi matin, vous présenterez une chronique santé dans le morning sur la dépression hivernale. C'est bien ça. Merci à tous les deux. On parlera dans la dernière partie du morning de laïcité et des moyens de la faire respecter dans l'école républicaine. Ce sera avec vous Betsabé Salem. On se retrouve tout de suite après un nouveau journal d'Elsa Mimoun. De retour sur le plateau du morning, direction la France à présent avec Betsabé Salem et l'école républicaine qui plus que jamais après cette mobilisation nationale pour Charlie doit faire face à de nouveaux défis. Ça vous fait rire, hein? Alors on parle de la laïcité selon laquelle l'école ne peut être un lieu de manifestation politique ou religieuse et ce sera l'occasion pour moi de mettre mon oreillette. Allez-y. Exactement, on a eu des petits accidents sur le plateau. Alors l'attentat contre Charlie Hebdo et puis toute la vague de soutien qui a suivi ont mis vraiment en exergue en fait les lacunes de cette laïcité de l'école républicaine. Prenez par exemple les minutes de silence pour Charlie qui ont été perturbées. Plus de 200 incidents ont été signalés dans les écoles lors des minutes de silence dans les jours qui ont suivi non seulement les attentats contre Charlie Hebdo mais aussi à Montrouge et de la porte de Vincennes, sans compter les messages de haine et les théories complotistes sur les réseaux sociaux, tout ça concernant bien évidemment ces jeunes. Alors pour lutter contre ce genre de perturbations, eh bien on attend les propositions de la ministre française de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre qui souhaite réaffirmer en fait les valeurs de la laïcité et elle s'y attelle. Elle aurait multiplié les réunions. Cette semaine, elle recevra Plantu, elle recevra l'ancien footballeur Lilian Thuram qui est accessoirement aussi militant contre le racisme et puis elle devrait rendre ses annonces jeudi. Alors ce qu'on sait, Najat Vallaud-Belkacem veut mettre en place une véritable politique éducative de la laïcité avec par exemple un livret même de la laïcité avec elle voudrait insister sur le français, une langue qui devrait donner un sentiment d'appartenance. Elle insiste beaucoup sur cette langue et puis on aura peut-être même du nouveau sur cette obligation de se lever, de chanter la Marseillaise. Pourquoi ? Parce que la laïcité est insuffisante aujourd'hui dans les écoles ? En tout cas, c'est ce qu'avait affirmé en avril 2014, moins d'il y a un an, la Direction générale de l'enseignement scolaire. Alors en cause, notamment le déficit de formation de beaucoup d'enseignants qui sont souvent dépassés aussi, ou alors carrément le refus d'élèves de chanter, jouer de la flûte, de visiter un édifice religieux ou bien d'apprendre et de vouloir croire à des faits historiques comme le génocide arménien ou la Shoah. Alors il y a un rapport qui est particulièrement d'actualité, c'est le rapport Aubin sur les signes et les manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Oui, et il date de 2004. Donc 10 ans après sa parution, on peut dire qu'il est plus que jamais d'actualité. Et ce rapport, c'est la dénonciation de la montée de la fièvre communautaire qui va bien au-delà du voile. L'exemple est bien des jeunes filles qui enfilent carrément leur manteau avant d'aller au tableau pour n'éveiller aucune concupiscence. Un proviseur qui impose de la viande halal à tous les élèves. Un père refusant de laisser sa fillette dans la classe d'un remplaçant puisque l'instituteur était un homme. Alors face à eux, beaucoup de profs dans le désarroi le plus total et un rapport qu'on a beaucoup reproché justement au gouvernement, à l'État d'avoir
occultées. Merci Betsabé Salem. On va tout de suite prendre par téléphone François Portser, qui est président du SNALC, syndicat national des lycées et des collèges. Quels sont aujourd'hui, Monsieur Portser, bonjour tout d'abord, quels sont aujourd'hui les problèmes auxquels font face les enseignants concrètement? Écoutez, concrètement, nous, l'analyse que l'on en fait, c'est que on a peut-être, dans les dernières années, pas suffisamment inculqué aux élèves ce qui fait une spécificité de l'enseignement français, c'est la laïcité. C'est-à-dire que dans l'enseignement public, la religion ne doit pas avoir sa place, puisque nous sommes sur le principe de la séparation de l'Église et de l'État, et donc on a peut-être toléré des choses qu'on n'aurait pas dû tolérer. La ministre l'a rappelé récemment, on a peut-être également pas insisté sur le respect de certains principes qu'on n'a pas appliqués aux élèves. Alors, de manière anecdotique, par exemple, le fait que l'on se lève quand un adulte rentre dans la classe, le fait d'un certain respect des adultes, peut-être qu'on a des choses à faire de ce point de vue-là. Ouais, c'est ce que disait d'ailleurs Jamel Debbouze dans son intervention. Il parle justement de ce respect que l'on doit aux enseignants. Selon vous, qui porte cette responsabilité dans cette faillite de l'école républicaine? Alors, faillite, c'est peut-être le mot peut-être un peu fort, parce que elle marche pas si mal que ça. Elle a permis quand même globalement l'intégration de nombreux jeunes issus de l'immigration. Je dirais que c'est une faillite un peu collective. Nous, on dit que c'est un peu l'esprit 68 art qui a donné à l'école française peut-être une culture du laisser-faire, le refus de sanctionner les choses, tout ce que nous appelons un peu la culture de l'excuse. Il faut savoir que maintenant, pour qu'un élève soit sanctionné, passe au conseil des disciplines, il faut vraiment qu'il fasse des choses très très graves. On a toujours tendance à essayer de trouver d'autres solutions, mais nous pensons au SNAL que face à des faits graves, il faut prendre des sanctions dans l'intérêt de l'élève et en accord avec les familles, bien sûr. Alors votre syndicat, François Portser, est très attaché à cette laïcité républicaine. C'est selon vous la condition du vivre ensemble. Est-ce que vous attendez à quoi finalement de ces décisions de la ministre française de l'Éducation? Écoutez, nous, on va observer ce qui se passe. On souhaite que des décisions concrètes soient prises. Il y a déjà du travail qui a été fait par son prédécesseur, M. Vincent Payon, qui avait, dans les établissements publics, affiché une charte de la laïcité. Mais on veut des choses pratiques. Nous, par exemple, récemment, on a pris position contre le fait que des mères voilées puissent accompagner des sorties scolaires dans l'enseignement public. Ça fait partie des principes qu'il faut rappeler. Contrairement à ce qui se passe dans l'enseignement confessionnel, qui est aussi une possibilité en France pour les familles où elles peuvent scolariser leurs enfants, à partir du moment où on fait le choix de l'enseignement public, il faut respecter une stricte neutralité de tous les agents en contact avec les élèves. Merci beaucoup François Portser. Je rappelle que vous êtes président du SNAC, le syndicat national des lycées et des collèges. Un portrait à présent, celui de Luis Campos, artiste costaricain qui nous ouvre son monde, dessiné à la plume et à l'encre, des paysages inspirés des îles des Caraïbes. Luis Campos évoque à travers ses tableaux les souvenirs d'une enfance en transit, en voyage, en train, à travers les champs de canne à sucre, mais également de cacao. C'est un portrait signé Laurent Tolila. My name is Luis Campos. I am a retired teacher, art teacher. This is the first time I'm having an art show in Tel Aviv, which is very important to me, and especially because I'm showing an art that is from a tropical country, from the Caribbean. Caribbean nostalgia because it's a world of Jamaican settlements that do not exist anymore. It was a way of life of many banana plantations and cocoa plantations where people lived, worked and died. For example, all of these towns, they have biblical names because they thought that they were going back to Jamaica one day, like Zionists were, thinking for centuries to go back to the land. In fact, some of these towns have names like Babylonia, Zion, because it was an analogy for Jamaicans that one day they will go back to Jamaica. See, they were not planning to stay here. They were planning to go back home to work and go back. So I try to describe the life of these communities.
Basically, my nostalgia comes of going by train as a child and looking through the window and the train moving and passing all of these houses, settlements, churches, cemeteries. This is my format. In a horizontal format, it's like a wide-angle picture because the children were always following the train. They waited for the train to pass once a day. And once the train was coming, the children got so excited that they followed the train running. In these towns, women made a living by washing clothes along the railroad tracks. So this is it's also a memory. Well, my work is idealistic because I was just a passenger in a transit through all of these settlements. So my interpretation was a happy one as a child, you know, to see people observing these villages and people who apparently had a very functional and stable life and happy life. That was my impression. But anyway, my art is basically very optimistic about the life of these people. My philosophy of life is the search for happiness, stability, and peace, you know. And for some reason, I believe that these villages contain all of these elements of community life. Et c'est l'heure de la revue du web. Elle nous est présentée comme chaque matin par Rudy Saada. Et on commence avec ce que la presse internationale a oublié, mais pas les internautes, à savoir les massacres perpétrés par Boko Haram au Nigeria. Oui, alors que la France et l'Occident étaient sous le choc de ces attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de Vincennes, et bien du côté du Nigeria, entre le mercredi 7 et le jeudi 8 janvier, ce sont 16 villages qui ont été ravagés au cours d'un raid islamiste de Boko Haram. Amnesty International parle de plus de 2000 morts, alors que le gouvernement nigérian, lui, parle de 150 victimes. Alors quoi qu'il en soit, ces massacres provoquent l'indignation sur le net qui crie aux 2 poids, 2 mesures. C'est ce que nous dit certains sites internet, le site Combini. Alors pour réveiller l'opinion sur ce qui se passe au Nigeria, plusieurs hashtags ont émergé sur Twitter, comme Boko Haram killed 2000 people, ou je suis nigérian, ou We are Nigeria. Ça fait évidemment écho à Je suis Charlie. Alors, bientôt, ce sera aussi Je suis Camerounais, puisque Boko Haram s'attaque même au nord du Cameroun, et on n'en entend pas beaucoup non plus. Alors, l'idée, ce n'est pas de critiquer l'émotion autour de Je suis Charlie, mais plutôt d'utiliser ce levier pour créer un mouvement de mobilisation comparable au Bring Back Our Girl qu'on avait connu il y a quelques mois. Les internautes parlent, on l'a vu, d'un nouveau Rwanda, et puis un dessin qui en dit beaucoup. Voilà, vous le voyez, ces victimes qui regardent les manifestations et cet enfant qui demande à sa maman, pourquoi le monde n'est pas aussi debout pour nous. Alors d'autres reprennent aussi, on va le voir, la une de Charlie Hebdo. Dans un instant, on va lire ce faux Charlie Nigeria avec tout est abandonné, alors que d'autres disent que parce que personne ne prendra soin de l'Afrique doit le faire pour soi-même. Voilà, avec ce point levé et ce drapeau du Nigeria. Il fallait en parler ce matin, et les internautes essayent péniblement de ramener ce sujet au devant de l'actualité à la une des médias. Vous savez, Salem, ça vous surprend cette différence de traitement entre le terrorisme qui frappe l'Europe et le terrorisme qui frappe l'Afrique? Je pense qu'on a déjà beaucoup plus suivi les médias français, que les médias africains n'ont évidemment pas la même ampleur que les médias français et les médias européens. Ensuite, c'est pas nouveau, c'est régulièrement, on a des coups d'actu autour desquels on tourne, et puis on oublie les drames qui sont à côté. Il se passe encore beaucoup de choses très graves en Syrie, par exemple, en ce moment. Merci. Allez, on va maintenant parler de ce qui a été un des grands événements de l'année 2013, mais qui semble au final s'avérer être un flop. Oui, c'était une révolution, comme on dit dans le monde de la high-tech, que Google avait annoncé avec ces fameuses lunettes connectées qui allaient changer, semble-t-il, nous changer la vie. Alors la présentation du prototype, les Google Glass que vous voyez, avait fait l'événement, mais depuis hier, 19 janvier, Google a annoncé qu'elle arrêtait de produire ces Google Glass dans leur format actuel. Alors ce n'est pas forcément l'abandon du projet Google Glass, mais plus une remise à zéro du projet. La firme américaine a en effet changé d'équipe pour continuer à travailler sur ce concept de lunettes connectées, et avec un nouveau patron qui s'appelle Tony Fadell. Il est entre autres celui qui avait designé en 2006 l'iPod pour Apple. Donc on a ramené un nouveau patron. Et pourquoi ça n'a pas pris? Non, justement. Voilà, on le voit. Alors le gros reproche qui est fait à ces Google Glass, c'est justement
le design, vous l'avez dit, Bethsabée, et puis aussi l'idée d'avoir le Wi-Fi là, juste à côté du cerveau. Oui, alors il y a le côté santé, puis il y a le côté surtout intrusion dans la vie privée. Le fait de pouvoir tout filmer a été très mal accueilli par les utilisateurs. Et puis, vous l'avez dit, il y a le design, mais l'erreur marketing de Google, ça a été aussi de présenter comme produit fini un produit qui n'était finalement qu'un prototype qui était en test par les internautes. Résultat, c'est le désamour du grand public. Alors sur eBay, par exemple, on trouve les Google Glass qui étaient en vente à 1 500 $. C'était juste les tests à des prix désormais bradés. Et là où Google Glass peut éventuellement trouver son salut d'après les spécialistes, c'est dans le monde professionnel, c'est-à-dire de les utiliser, mais pas tout le temps, à des fins très très précises. Par exemple, dans le milieu médical, lors des opérations, dans les métiers où on doit laisser libre ses mains pour pouvoir travailler. Donc il y a une réorientation du concept plus Google professionnel. Glass. Faut pas qu'elle tombe dans le patient, elle s'accroche bien aussi. C'est pas très. Il y a encore plein de choses à voir et donc ils vont repartir complètement de zéro. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle un flop. Allez, on finit par un entrepreneur internet qui est effrayé par le succès. Oui, il s'appelle Matthew Carpenter, il est australien, il a lancé début janvier l'entreprise Chip Your Enemy Glitter, c'est-à-dire vous envoyez des paillettes à vos ennemis. C'est une manière en fait de pourrir la vie des gens que vous n'aimez pas. Ils ouvrent l'enveloppe, une enveloppe complètement anonyme, et ils ont droit à des paillettes. Et comme vous le savez, Bethsabée, les paillettes, c'est très difficile à enlever. Donc on est sorti du domaine du virtuel là. Non, c'est-à-dire que vous allez sur ce site-là, vous commandez cette petite lettre arrive à la personne que vous n'aimez pas. En vrai, et là cette personne reçoit donc ces fameuses paillettes. Donc c'est une dépotage qui coûte à peu près 10 $ australiens, soit à peu près 7,50 €. Alors il pensait évidemment juste lancer une petite entreprise, mais avec 2,5 millions de visites en 4 jours, il a complètement été dépassé par les événements et il a reçu 2000 commandes, il a généré à peu près 14 000 € de revenus en quelques heures, selon le Télégraphe. Alors le site a même planté quand les médias ont relayé l'existence de ce site et il a donc décidé de jeter l'éponge. Il revend ce site sur Internet en disant qu'il ne peut plus s'en occuper et pour lui il veut juste retrouver une vie normale. Donc vous pouvez, les enchères sont ouvertes, vous pouvez acheter. Il en est pour l'instant à 70 000 $ en 2 jours. Ce sera la fin de l'enchère demain. Merci Rudy Sada, merci Bethsabée Salem. Voilà, ainsi s'achève cette édition du Morning. L'information continue évidemment sur i24 News. Demain vous retrouverez Nathalie Nagar aux commandes du Morning. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et vous le savez, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc rendez-vous dès demain matin pour un nouveau Morning.